Eh bien bonjour tout le monde, on est sur le marché de Noël de Strasbourg, on n'est pas pour visiter le marché de Noël de Strasbourg. Aujourd'hui je suis avec Cécile Dupeux qui est la conservatrice du musée de l'œuvre Notre-Dame et qui va nous faire une super visite pour vous montrer un petit peu les choses sympas à voir, puisque en tant que Strasbourgeois vous passez peut-être devant ce bâtiment sans forcément y être entré, et c'est un bâtiment qui est super déjà par son architecture. Ah bah oui, c'est le bâtiment de l'œuvre Notre-Dame, qui est la structure qui depuis 8 siècles s'occupe de la gestion et du chantier de la cathédrale. Et donc là ce qu'on voit c'est le bâtiment gothique, et puis de l'autre côté il y a un bâtiment Renaissance, parce que dans tout ce bloc de bâtiments, il y avait justement la recette, l'administration et également des lieux pour les tailleurs de pierre. Donc on a un bâtiment gothique qui est caractéristique par son pignon à redans, et puis le bâtiment Renaissance par un pignon qu'on appelle à volute. Donc on a vraiment deux époques et deux bâtiments qui sont emblématiques de ce qu'on va voir aussi à l'intérieur du musée. Et pourquoi ce bâtiment en fait il se trouve là en face de la cathédrale Notre-Dame? Alors il se trouve en face parce qu'effectivement comme l'œuvre Notre-Dame gérait le chantier de la cathédrale, il fallait que toutes les personnes qui y travaillaient soient près du chantier. Donc au-delà d'un bâtiment qui aujourd'hui est un musée, oui, c'est un bâtiment qui servait beaucoup pour la construction et pour l'entretien de la cathédrale, pour la rénovation. Oui, tout à fait. Ben, vous allez voir, il y a deux salles historiques. Une salle de la recette, de l'administrateur, et puis il y a aussi une salle qui était une salle de réunion et de réception des tailleurs de pierre, qu'on va voir un peu plus tard. Eh bien, on y va. Pourquoi c'est important en marchant, pourquoi c'est important pour un Strasbourgeois ou même pour des touristes de venir au musée de l'œuvre Notre-Dame? Ben parce que c'est un musée qui présente les arts à Strasbourg de l'époque romane jusqu'à l'époque moderne. Ah oui, donc on est vraiment dans une période très vaste. Oui, on est dans une période très vaste et vous allez voir, le musée est très varié. C'est quoi l'histoire un peu de ce musée justement? Alors l'histoire du musée, il a été constitué sur une assez longue période, une cinquantaine d'années, par strates. Au départ, dans ces bâtiments, il y avait un dépôt de sculptures de la cathédrale. Celles qui étaient abîmées, celles qu'on souhaitait déposer parce que justement elles supportaient mal les intempéries. Et puis il y a un directeur des musées de Strasbourg qui s'appelait Hans Haug qui a pensé qu'il serait très important de pouvoir montrer à quel point Strasbourg a été moteur, en fait a été un pôle artistique au Moyen-Âge et à la Renaissance. Donc il a adjoint à ce dépôt des sculptures de la cathédrale les collections des musées de Strasbourg qui correspondaient justement à ce qu'il souhaitait dire, et puis il y a eu également des dépôts de sociétés savantes qui avaient amassé des sculptures comme dans cette salle qui évoque l'époque romane, également des vitraux, du mobilier. Donc on a un musée qui s'est constitué, qui a été terminé à peu près dans les années 1950 et qui va de l'époque romane jusqu'au XVIIe siècle à travers 42 salles. Et si je comprends bien, ce n'est pas uniquement des objets qui viennent de l'œuvre Notre-Dame, c'est une collection qui est plus globale, plus vaste. C'est une collection beaucoup plus vaste et donc il y a dans ce musée aussi bien effectivement de la statuaire de la cathédrale, mais du bois polychrome, de la peinture, du vitrail, de l'orfèvrerie, de très belles armoires. Donc c'est un musée qui évoque tous les arts pendant 6 siècles. Ok, tous les arts et l'attirance du centre de production artistique de Strasbourg. Voilà, c'est Strasbourg en tant que pôle. Pas uniquement effectivement grâce à la cathédrale, mais toutes les églises et puis toute la population qui effectivement a passé des commandes, en particulier au XIVe, XVe, XVIe siècle. Je vous suis pour la visite des salles. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 42 salles dans ce musée, donc c'est un musée qui est très vaste, très riche, très varié. Et justement, on va vous suivre pour continuer cette visite. Voilà. Et moi, je suis du mauvais côté. Donc je vais vous laisser prendre un peu d'avance et je vous rejoindrai ensuite. Alors c'est juste génial. Est-ce qu'on peut juste parler du fait qu'on vient d'entrer dans une super salle magnifique? Il y avait des vitraux. Là, on pousse la porte, on est dans une cour, on a une vue sur la cathédrale. C'est absolument super beau.
Oui, ce qui est étonnant dans ce musée, c'est son parcours. Il est très varié. On passe à l'intérieur, à l'extérieur, dans des salles très intimes et puis dans des salles très vastes. C'est-à-dire que c'est vraiment une découverte en fait à chaque salle et c'est comme ça qu'il a été conçu. Et puis bien sûr, on voit la cathédrale quasiment à chaque détour de chemin. Je vous suis. Donc là, on est dans la salle de la loge, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on a appelé cette salle de la loge un peu tardivement. Au départ, c'est la salle de réception des tailleurs de pierre de la cathédrale. Donc, comme vous voyez, c'est une salle qui est assez imposante, hein, avec un très beau décor. Et c'est une salle qui a été réalisée à la fin de la Renaissance, lorsqu'on a construit ce bâtiment-là. Voilà. Donc vous y voyez aussi des sculptures de la cathédrale, puisque un grand nombre de sculptures donc, de la cathédrale ont été déposées au fin 19e, début du 20e siècle pour les protéger des intempéries, de la pollution. Et ces sculptures, elles viennent c'est le statuaire de la cathédrale, c'est ça? Voilà, tout à fait. Alors au fond, en randonnion, vous avez toute la statuaire du portail nord de la cathédrale. On peut s'en rapprocher? Voilà, on peut s'en rapprocher. Pour ma curiosité, on dit qu'elles ont été déposées, c'est-à-dire on les accroche à des cordes et on les descend avec une grue? Oui, ben alors une grue à certaines époques, oui, enfin à la main, voilà, c'était… Parce que ça doit peser extrêmement lourd en fait, ça pèse très lourd, mais les ouvriers, les ateliers de l'œuvre Notre-Dame savent parfaitement manipuler ce type de sculpture. Donc voilà, c'est moins difficile qu'on peut le penser au départ. Donc vous voyez, effectivement, ces sculptures ont été remplacées sur l'édifice par des copies. Et donc ça, c'est les ateliers de l'œuvre Notre-Dame qui réalisent ça. Donc celles-ci ont été restaurées, placées au musée. Ça, c'est les originaux, c'est ça? Il n'y a que des originaux. Okay. Donc en fait, au fil du temps, au fur et à mesure du temps, on peut dire que la cathédrale change mais reste pareille, c'est-à-dire que les sculptures qui sont sur la cathédrale, elles sont renouvelées, rénovées, remplacées? Oui, certaines. Parce que c'est quelque chose qu'on a surtout fait au début du XXe siècle, on le fait moins maintenant. Dans la mesure du possible, on essaye de garder sur l'édifice les sculptures originales. Okay. Après, quand elles sont vraiment abîmées ou qu'elles risquent de l'être, on les dépose malgré tout. Donc dès que je me promène autour de la cathédrale et que je vois des échafaudages, c'est ce qui est en train d'être fait, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier que vous souhaiteriez nous présenter pour nous raconter son histoire? À ce moment-là, je vais peut-être changer de place et vous montrer le moine et l'empereur qui était placé sur l'octogone de la flèche. C'est l'octogone en fait qui supporte la flèche de la cathédrale. On voit leur positionnement sur cette petite vidéo. Et donc vous voyez ces sculptures extraordinaires, moine et empereur, elles étaient encore en place sur la cathédrale jusque dans les années 1960. D'accord. Et puis l'empereur a perdu la moitié de son visage. Parce que voilà, il y a un délite, on appelle ça un délitage, hein, c'est assez net, en raison du gel. Donc cette sculpture a été déposée à ce moment-là, mise dans les ateliers, et puis on l'a fait revenir à l'occasion d'une exposition en 2008, autour de la période des années 1400. Et donc ces deux sculptures monumentales extraordinaires, elles sont placées maintenant au musée. Et on peut les admirer, c'est des sculptures que personne ne voit parce que comme elles sont placées très très haut dans la cathédrale, évidemment, on n'a jamais l'occasion, à part les tailleurs de pierre de l'œuvre, de la voir. En fait. On dit très très haut, c'est quoi? C'est environ 70 mètres, c'est ça? Oui, c'est ça, à peu près, même un peu plus. Et alors, pour ma curiosité, on voit qu'il y a des œuvres qui sont extrêmement détaillées, à 70 mètres, personne ne les voit. Pourquoi? Ah, mais on travaillait pour Dieu. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait que tout soit parfait, y compris jusque dans les parties les plus hautes. Et c'est très impressionnant parce qu'en fait, quand on est devant la cathédrale, on ne s'imagine pas que c'est une œuvre qui doit faire 2,50 m à peu près? Oui, c'est ça, à peu près. C'est très grand. Et en fait, quand on est devant la cathédrale, on pourrait croire que c'est, on va dire, grandeur nature à taille humaine. Mais en fait, pas du tout. C'est 2 fois plus grand que la réalité. Donc très impressionnant, ouais. Il y a une chose que vous souhaitez rajouter sur ces œuvres? Ben non, elles sont effectivement très monumentales, c'est je crois ce qu'il y a de plus particulier. Dans ce cas-là, je vous suis pour la suite de la visite.
Alors, est-ce que là, on entre dans ce qui est probablement une des plus belles salles du musée de l'œuvre Notre-Dame? Tout à fait. C'est la grande salle qui est dévolue à la statuaire du XIIIe siècle de la cathédrale. Ouais. Donc effectivement, on y voit un grand nombre de chefs-d'œuvre connus de manière internationale. Alors on voit aussi qu'ont été remontés ici, par exemple, le grand gable qui surmontait le portail central de la grande façade ouest. Le grand gable, c'est ce qui est sur le mur à l'arrière, voilà, c'est ça? Tout à fait. Donc il a été remonté quasiment dans son intégralité. Ouais. Et puis de l'autre côté, par contre, on a recomposé les galeries du Jubé qui fermaient le chœur et qui ont été détruites à la fin du XVIIe siècle. D'accord, mais pourquoi elles ont été détruites? Parce qu'il y a eu une évolution de la dévotion, du service religieux, et donc on détruit assez régulièrement en fait au cours de l'histoire. Il ne faut pas penser qu'on a toujours préservé le patrimoine. Donc ici, cette reconstitution permet de présenter un certain nombre des sculptures originales qui ont été retrouvées dans la cathédrale au XIXe siècle. Très très belles sculptures. Donc je vois effectivement certains détails qui sont en très mauvais état. Donc je ne sais pas si on arrive à le voir en tout cas sur l'image, parce que c'est très petit, très en hauteur. Mais ça, ce sont des œuvres qui ont été retrouvées. C'est ça, ce sont des restes qui ont été trouvés en fouille. Contrairement à la grande statuaire qui, elle, avait été conservée à l'intérieur de la tour de la cathédrale. Donc des fouilles archéologiques sur la cathédrale aussi? Parfois, ça s'est trouvé effectivement, en particulier lorsqu'on a refait certaines fondations. Incroyable, c'est super beau. Est-ce qu'il y a des choses, des œuvres que vous souhaitez nous présenter également de ce côté-ci ou vers l'arrière, plus en détail? On a une œuvre qui est très monumentale là-bas. Oui, alors si vous voulez, on peut évoquer l'église et la synagogue, qui sont des chefs-d'œuvre absolus de la sculpture européenne du Moyen-Âge. Donc, elles sont très connues. Il s'agit des sculptures qui symbolisent la religion chrétienne et puis la religion juive. Donc, elles sont en opposition, mais c'est un couple en même temps, très belles toutes les deux. Et l'église regarde la synagogue, qui, elle, a les yeux bandés parce qu'elle s'est détournée. En fait, elle n'a pas compris que le Christ était le Sauveur. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'elles sont toutes les deux traitées comme de magnifiques sculptures. Il n'y a pas de dérision ici, comme au XIVe siècle, on représentera parfois justement la religion juive sous des traits caricaturaux. Là, ce n'est pas du tout le cas. Elle est aussi belle, en fait, que ne l'est l'Église. Ces œuvres, quand elles s'étaient placées sur la cathédrale, elles étaient l'une à côté de l'autre ou elles étaient Non, éloignées? Elles étaient de part et d'autre des deux portails sud de la cathédrale. D'accord. Voilà. Portail sud qu'on peut revoir depuis quelques années, qui lui était en travaux, tout à fait. Si je me souviens bien. Ouais. Voilà, tout à fait. Super, très bien. Et ces œuvres-là datent de quand, vous m'avez dit? Alors, elles datent des années 1220. C'est le début du XIIIe siècle, c'est l'arrivée du gothique à Strasbourg. Et quand elles ont été enlevées de la cathédrale pour être remplacées par les nouvelles, c'était quand? Ça, c'est le tout début du XXe siècle. D'accord. C'est la grande période de dépose, parce qu'on s'est rendu compte que si on voulait les préserver, il valait mieux les déposer, parce qu'elles étaient trop attaquées par, en particulier, le gel. D'accord. Ok. Et ensuite, on a également le portail, c'est comme ça qu'on dit, qui se trouve ici? Non, ça c'est le grand gable qui surmontait le portail central. D'accord, donc voilà. En fait, ce qu'on trouve en haut d'un portail, on appelle ça un gable? Oui, parfois, lorsqu'il est sculpté de cette manière-là. Ouais. Alors ça, c'est très impressionnant parce que on n'arrive pas à s'imaginer, enfin moi j'ai du mal à m'imaginer que chaque élément, chaque pierre a été descendue, c'est un travail hyper minutieux. Oui, et puis surtout, c'est quelque chose qu'on ne ferait plus en aucun cas aujourd'hui, c'est-à-dire de déposer une aussi grande partie architecturale dans un musée, c'est une chose qu'on ne fait plus. Autant pour la statuaire, on le fait, mais pour l'architecture, on ne le fait pas. En tout cas, cette salle, elle est très belle. Vraiment, oui, elle est imposante. C'est vrai que le bâtiment a été évidé sur 3 étages, de manière à pouvoir créer un espace tout à fait adapté à la présentation de ces sculptures qui sont des sculptures monumentales.
Très bien. Est-ce qu'il y a une chose que vous souhaitez rajouter sur cette salle avant qu'on passe à la suivante? Non, je pense qu'elle parle d'elle-même. Ouais. Elle est très chouette en tout cas. Merci déjà pour tous ces détails. Je ne sais pas si chez vous, en tout cas, vous vous rendez compte de tous les détails qu'on peut avoir. Et là, on est seulement dans la combienième salle? On est dans la 4e salle. Sur 42. Sur 42. Mais c'est la plus grande. Mais c'est la plus grande. Voilà. On va continuer, je vous suis? Oui, est-ce que vous voulez jeter un œil sur le jardin? Avec plaisir. Donc on est dans un musée avec un jardin. Et Avec c'est un beau jardin. Un jardin médiéval. Néo-médiéval. Il passera juste une minute. Donc on est ici dans un jardin qui a été reconstitué comme on sait qu'étaient les jardins médiévaux. Et on est au cœur de Strasbourg. Donc, on est au cœur de Strasbourg, c'est un endroit d'une grande sérénité. Donc vous voyez effectivement les carrés de plantes médicinales, aromatiques et puis un certain nombre de dalles funéraires parce qu'il s'agit aussi d'une salle du musée. C'est très curieux. Pourquoi on retrouve des dalles funéraires? On peut peut-être s'en rapprocher? Oui, si vous voulez. C'est tout simplement que il y avait un espace qui pouvait être considéré comme adéquat ici et que tout simplement le musée ne peut pas accueillir tout. Donc la partie funéraire, elle a été placée ici dans ce jardin. Donc on a par exemple ici une dalle qui est la dalle de Louis V de Lichtenberg qui provient de l'église de Neuvillers, les Savernes. Elle est aussi imposante, mais on est d'accord que c'est juste une dalle. C'est juste une dalle, oui. D'accord, on n'a personne qui est derrière, ah, non, même non, si non, on a une personne qui est absolument représentée. Pas, non, on n'est pas dans un cimetière ici, pas du tout. Voilà, si vous voulez. Et donc c'est intéressant parce qu'en introduction de visite, justement, vous m'expliquez que c'est ça, on n'est pas uniquement sur des œuvres qui viennent de Notre-Dame, on a donc des œuvres qui viennent autour de Strasbourg. Oui, c'est ça, et en particulier du Bas-Rhin. Très bien. Qui ont été recueillies pour la plupart d'entre elles par la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace au XIXe siècle, qui s'est constituée une très très belle collection d'œuvres dont on ne voulait plus en fait dans les églises ou dans les petites communes. Et donc c'est la raison pour laquelle il y en a un certain nombre dans ce musée. Donc celle-ci vient de Neuvillers-les-Savernes, c'est 40 km au nord-ouest de Strasbourg à peu près, donc ça fait un périmètre déjà très vaste, large, assez large. Ouais. C'est vrai. Super, ben je vous suis en tout cas pour la prochaine salle. Je vais devoir fermer la porte. Donc là, on va monter les étages, c'est ça? Oui. On va monter les étages pour changer d'époque. Ben, je vous suis toujours. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que cet escalier, de même que les galeries qu'on voit à travers cette fenêtre, en fait, viennent d'autres points de la ville de Strasbourg et ont été remontés ici comme une sorte de puzzle. Les galeries proviennent du poêle des maréchaux qui était dans la Grande Rue et du XVIIe siècle, et cet escalier, lui, provient d'un hôtel particulier du XVIIIe siècle, du même secteur de Strasbourg. Donc le musée a été créé comme une sorte de puzzle, de manière à pouvoir trouver une place suffisante en fait pour l'ensemble des œuvres présentées. Et on ne s'en rend pas du tout compte quand on circule en fait. Donc la galerie qu'on voit ici ne vient pas du tout d'ici. Non, pas Elle du a été tout. déplacée. Et cet escalier non plus. Mais c'est incroyable. De même que la plupart des consoles, beaucoup d'encadrements de portes, de fenêtres, de chapiteaux. C'est-à-dire qu'on a recomposé un cadre pour pouvoir accueillir au mieux les collections des différentes époques. Puis l'escalier est vraiment monumental. Oui, puis il arrive au bon endroit. Ouais. Personne ne se pose la question du fait qu'il soit authentique ou pas. Oui, c'est incroyable. Donc on va entrer ici dans les salles d'orfèvrerie et d'objets d'art. Là aussi, un encadrement de portes rapportées, des consoles
Puis des boiseries. Des boiseries qui proviennent là aussi d'une autre maison de Strasbourg, détruite au moment où on a créé les grandes artères qui rentrent dans Strasbourg. Et donc elle sert d'écrin à l'orfèvrerie, puisque Strasbourg a été une ville de production d'orfèvrerie très importante entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Et on a donc ici voilà, des pièces médiévales, des pièces des XVIe et XVIIe siècle, et puis également d'autres objets d'art, en particulier des médailles, des éléments de tout type en fait, d'objets d'art. Très bien, avec une grande diversité. Et qu'est-ce que c'est comme matériau? C'est de l'argent? C'est de l'argent, parfois de l'argent doré et de vermeil. Il y a de l'étain également. Voilà. Donc, très bien. Parfait. On continue la visite? Oui, si vous voulez. Donc là, effectivement, on est dans des enchaînements de salles qui sont plus petites que ce qu'on voyait au rez-de-chaussée, voilà, et qui vont avoir une collection d'objets beaucoup plus intime. Oui, voilà, c'est ça. Alors c'est fascinant parce que en se promenant dans les salles, on pourrait presque se dire qu'on remonte le temps, qu'on vit un petit peu comme à d'autres époques, avec ces grands escaliers en bois, ces objets. C'est une plongée dans le passé. Oui. Je crois ce que les visiteurs aiment beaucoup, c'est le fait de voyager en fait. Hein, on voyage dans d'autres époques et ça fonctionne très bien. Et là, on arrive au Moyen-Âge, c'est ça? Voilà, on arrive, alors on était déjà au Moyen-Âge, mais là, on arrive à l'étage du XVe siècle. Voilà, donc les années 1400 aux années 1500, donc à nouveau du vitrail, et puis également, bien sûr, de la peinture, de la sculpture bois polychromé. Les vitraux sont magnifiques. Voilà, de très beaux vitraux qui proviennent d'églises de Strasbourg, également de Mutzig pour ce très grand vitrail. Donc on continue d'être dans les environs de Strasbourg, pas uniquement la cathédrale de Strasbourg. Voilà, c'est ça, mais voilà, on a Saint-Pierre-le-Vieux, on a Sainte-Madeleine par exemple, avec ses très beaux panneaux. Très bien. Donc voilà, c'est toujours le centre artistique de Strasbourg avec toute la variété de la production. Oui, parce que je ne sais pas si on l'a dit en introduction, centre artistique de Strasbourg, parce que pendant toute une époque, Strasbourg attirait des artisans un petit peu de toute l'Europe, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a eu des artistes qui sont venus travailler sur les très nombreux chantiers de la cathédrale et des autres églises. Et puis Strasbourg était réputée, hein, en particulier justement parce qu'elle avait une cathédrale exceptionnelle, mais pas uniquement. Hein, ça a été très actif, du XIIIe jusqu'au XVIe siècle en particulier. Très bien. Voilà, donc à nouveau une salle de boiserie, là aussi des boiseries rapportées, une salle qui a été créée pour héberger le musée dans les greniers de la maison de l'œuvre Notre-Dame. Donc ici, initialement, c'était donc la salle de stockage, si je puis dire, c'est ça? Non, ici c'était des greniers. Des greniers, C'était des greniers, c'est-à-dire qu'on a vraiment recomposé des salles ad hoc en fait. Waouh, voilà. Incroyable. Okay. Oui, on ne dirait pas. Hein. Non, on ne dirait pas, effectivement. En fait, c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression de se... En fait, si on n'est pas au courant de l'histoire du musée, de l'histoire du bâtiment, on pourrait penser que ça a toujours été là. Oui, c'est ça, c'est très réussi. Ouais. En fait, c'est vraiment un musée d'ambiance avec justement ces passages d'un espace à un autre et toutes ces surprises qu'on a d'une salle à l'autre. Et en parlant de surprises, on a une œuvre ici qui, moi, attire mon œil, que je trouve assez remarquable. Des tapisseries qui sont un dépôt de l'église Saint-Étienne de Strasbourg et des tapisseries qui évoquent l'histoire de Saint-Odile et l'histoire de Saint-Attal. Donc des pièces en fait qui étaient assez fréquentes, qui étaient réalisées dans les couvents de Strasbourg par les nonnes. Et donc il y a eu une vraie production assez intense en fait de ce type de tapisserie, un peu populaire mais qualitative. Ces tapisseries, elles étaient où dans un bâtiment exactement? Elles étaient placées généralement dans le chœur, en fait, dans l'abside ou parfois aussi devant les autels. Et qu'est-ce qu'elles racontent? Elles racontent généralement l'histoire des saints. D'accord. En tout cas, c'est très riche, c'est très... Oui, c'est très riche, c'est plein de personnages, comme l'est là aussi la peinture. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans des éléments
liturgique, mais qui évoque justement l'histoire du Christ, de la Vierge, des saints, comme pour ces peintures par exemple, qui proviennent sans doute d'un grand retable de la Vierge, mais dont on n'a que ces deux panneaux. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est un retable justement? Alors un retable, c'est une construction en bois qui rassemble à la fois des sculptures et des peintures, en règle générale, et qui était placée juste derrière l'autel. Donc qui était lié justement à la liturgie, et donc il y avait des volets que l'on fermait ou ouvrait selon justement les périodes de l'année, et donc il y avait des découvertes en quelque sorte. Et donc ça en fait c'était les tableaux qui se trouvaient à l'arrière des volets? Oui, vraisemblablement, tout à fait. Okay, on ne sait pas tout à fait. On ne sait pas totalement, on ne sait pas parce qu'en fait c'est les deux seuls éléments qui restent de ce très grand retable. D'accord. Et est-ce qu'on peut s'approcher un petit peu pour filmer les détails? Pour voir les détails, oui, tout à fait. On arrive à voir que la peinture est extrêmement détaillée. C'est ça. Alors là, c'est une évocation du doute de Joseph. On voit effectivement Marie enceinte en train de broder. Et puis Joseph qui s'apprête, furieux, parce que sa jeune femme est enceinte, à s'enfuir et qui est rattrapé par l'ange. Et ce qui est étonnant avec ce panneau, c'est à quel point il manifeste l'influence de l'art flamand à cette période-là en particulier. Vous soulignez le fait qu'il est très détaillé. Mais on est dans une pièce très intimiste et avec une volonté de détail réaliste qui est plutôt celle justement de la période flamande à cette période-là. Donc on a des influences flamandes à Strasbourg? On a des influences flamandes, mais l'autre panneau, lui, manifeste des influences italiennes. Ok. Puisque c'est un schéma de composition qui est quasiment calqué sur une œuvre siennoise. Et donc c'est presque une espèce d'emblème de Strasbourg, cet ensemble-là, puisqu'il montre que Strasbourg est un creuset à cette période-là. C'est-à-dire que c'est là que se mêlent des influences italiennes ou flamandes. On est au croisement, vraiment, on est au cœur de l'Europe. On est au cœur de l'Europe. Ah, c'est super beau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on vient de loin, on voit deux tableaux l'un à côté de l'autre, mais c'est vrai que quand on se rapproche, quand on rentre dans l'œuvre, on peut voir un peu ces différences de détails et c'est vraiment très joli. J'espère que vous arrivez bien à le voir, en tout cas vous à l'image. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est justement si on veut rentrer un peu plus dans l'œuvre, il y a des dispositifs numériques au musée qui nous permettent éventuellement en famille de pouvoir se rapprocher, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, on en avait beaucoup pour les œuvres de la cathédrale qui permettent une mise en situation des sculptures. D'accord. Et puis, on en a aussi pour la peinture, par exemple, pour permettre d'expliquer ce que sont les œuvres, ce qu'elles racontent et aller un petit peu plus avant dans la découverte de ces œuvres, justement. Donc là, il y a un travail qui a été fait pour présenter justement un retable, c'est ça, et montrer un petit peu tout ce qu'on peut y trouver. Voilà, alors c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, c'est une interprétation. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas certain du positionnement de ces œuvres, mais on se permet d'aller un petit peu plus loin pour évoquer ce que peut-être a pu être le cadre de la présentation de ces œuvres. D'accord. Je vous suis pour la prochaine salle. Oui, tout à fait. Donc on a tout au long de cet étage de la sculpture, bois polychromé, et puis de la peinture. Et on peut s'arrêter en particulier devant les amants trépassés, qui est une des œuvres les plus particulières, les plus horrifiques du musée, qui plaît beaucoup à nos visiteurs quand elle ne leur fait pas peur, qui présente un couple de personnages trépassés qui ne sont couverts que d'un simple voile. Et surtout, ce qui est caractéristique, c'est que un certain nombre de bêtes horribles, serpents, crapauds, insectes, sont en train de les dévorer, puisqu'il s'agit de corps morts. Et donc, cette œuvre-là était en fait le verso d'un couple de fiancés qu'on a reproduit ici sur le mur, qui est au musée de Cleveland, puisque c'est un panneau qui a été scindé dans son épaisseur il y a à peu près un siècle, de manière à pouvoir en tirer plus d'argent, vraisemblablement. D'accord, wow. Voilà. Mais donc c'est un panneau qui était affiché comment quand il était… Alors on ne voyait pas les corps morts, on ne voyait que les fiancés. D'accord. Mais on savait ce qu'il y avait derrière. Wow. Donc c'est une vanité. Okay. C'est-à-dire, n'oublie pas ce que tu vas devenir. Et donc,
il faut que tu aies une vie vertueuse. Très bien. Voilà. Eh ben, je le note. On va dans la prochaine salle. N'oublions pas. N'oublions pas. Une salle avec de très belles œuvres, ouais. En particulier des bustes accoudés. Et le plus célèbre, c'est ce buste d'homme pensif, hein, qui plongé dans ses pensées, dans ses rêves, qui est dû à un artiste très important qui s'appelle Nicolas de Leyde, Niklaus von Leyden. Il est passé juste 5 ans à Strasbourg, mais il a en quelque sorte révolutionné la sculpture à Strasbourg et il a eu une forte postérité parce qu'il y a eu des séries de bustes accoudés qui ont été créés à sa suite. Il a vraiment sous son inspiration. Voilà, sur son inspiration. Il a vraiment apporté une nouveauté et par ailleurs, il s'agit aussi d'un artiste exceptionnel, comme vous voyez, capable de figurer l'humanité même de ce personnage et chaque détail de ses rides, de son visage, de ses cheveux, etc., avec une dextérité que l'on n'avait pas vraiment rencontrée à Strasbourg jusqu'à cette époque-là. Et donc Nicolas de Leyde, c'était un sculpteur, c'est ça? C'est un sculpteur. Donc il dessinait et il sculptait tout lui-même à la main. C'est ça. C'est un travail qui est très minutieux. Oui, c'est assez exceptionnel aussi par son innovation. Et qui date de qui date des années 1460. D'accord. Voilà, il est à Strasbourg entre 63 et 67. Il vient à Strasbourg pour répondre à une commande à la cathédrale. Et puis il y reste quelques années. Et comme pour d'autres artistes, hein, il a une influence telle que, à sa suite, les arts ont évolué dans la ville et au-delà. Et on sait où était cette sculpture? Alors, en fait, on ne le sait pas. D'accord. On ne le sait pas. Elle a été trouvée au pied de la cathédrale. Au pied de la cathédrale. Oui, voilà, mais sur des tas, si vous voulez. Après la Révolution, il y a eu effectivement un certain nombre de sculptures qui ont été détruites ou déposées. Voilà, donc il y a eu des sortes de charniers de sculptures. D'accord. Et donc cette sculpture en faisait partie. Mais elle venait très vraisemblablement d'un bâtiment profane. Et là encore, c'est un original. Tout est original. Et il est dans un état absolument incroyable. Oui, exceptionnel. Et c'est assez dingue en fait de se dire qu'on a trouvé sa sculpture au pied de la cathédrale. Oui, c'est vrai, mais écoutez, sans doute était-elle faite d'un grès particulièrement solide. Ouais. On voit que parfois le grès traverse les époques. Hein. L'Église et la synagogue ont 7 siècles, 8 même, et elles sont en état quasi parfait. Autre chose intéressante dans cette salle, je fais juste un petit point sur la vue. On vous montrera ça tout à l'heure, justement en fin de vidéo, où vous avez de temps en temps aussi de belles vues sur l'environnement autour pour se rappeler qu'on est à Strasbourg. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitez nous montrer dans cette salle? Écoutez, peut-être qu'on peut passer. Il y a des sculptures magnifiques de toute la deuxième moitié du XVe siècle, et en particulier aussi, comme on l'a vu précédemment, des dispositifs numériques pour permettre de comprendre, de resituer en fait les œuvres qui sont dans cette salle, et en particulier ici une autre œuvre de Nicolas de Leyde, une tête d'homme barbu au turban, dont on sait qu'elle provenait de l'ancienne chancellerie de la ville. Et donc, on a ce dispositif qui permet, là aussi, de proposer une hypothèse quant à sa situation sur le portail de cette ancienne chancellerie. Et pour situer pour les Strasbourgeois, l'ancienne chancellerie qui se trouvait derrière la place Gutenberg. Derrière la place Gutenberg, donc voilà. L'actuel bâtiment, ancienne chambre de commerce et de l'industrie, c'est ça? Non, un peu plus derrière. Un peu plus derrière encore, oui, d'accord. Voilà, un peu plus derrière. Oui, la place a beaucoup changé. Et donc voilà. Là, on voit l'environnement. Le buste dont il ne reste que la tête, et puis son pendant, dont on a encore un moulage, et la tête qui, elle, est au musée de Francfort. Très bien. Donc il faut aussi aller à Francfort pour voir d'autres œuvres. Voilà, tout à fait. Mais on peut quand même s'imaginer les choses grâce à ces dispositifs numériques. C'est très joli. Parfait, écoutez, je vous suis en tout cas pour… Donc là, c'était une salle vraiment dédiée à Nicolas de Leyde, c'est ça? Alors, pas uniquement Nicolas de Leyde, c'est Nicolas de Leyde, ses suites, et puis la sculpture et la peinture à Strasbourg dans la deuxième moitié du XVe siècle. D'accord. Donc, on a encore quelques œuvres, sculptures, peintures,
Et puis, on va passer à un étage supérieur où on va pouvoir découvrir les dessins de la cathédrale. On va passer par là. On va passer par là. Je vous suis. Alors cet escalier, est-ce qu'on peut en dire juste un mot? Voilà, c'est magnifique. l'escalier en vis Renaissance qui a été accolé à la fin du XVIe siècle au bâtiment gothique, pour justement pouvoir desservir à la fois le bâtiment gothique et le bâtiment Renaissance. Voilà, il est extraordinaire. Il est comme une partie des bâtiments, il allie à la fois le style gothique et le style Renaissance. C'est entièrement en grès, bien entendu, comme toutes les constructions. Et là, on arrive au 3e étage, c'est ça? On arrive au 3e étage. Et c'est une salle que vous allez nous ouvrir qui est ouverte uniquement les dimanches de 11h à midi, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En fait, c'est une réserve pour les dessins d'architecture de la cathédrale. D'accord. Donc là, on est vraiment dans le privilège, merci en tout cas de nous l'ouvrir, puisque cette salle abrite donc les dessins de la cathédrale. Et pour les préserver, elle est plongée dans le noir, oui, voilà, en permanence. Oui, tout à fait. Sauf de temps en temps pour des visites. Voilà, tout à fait. Je vais vous allumer un peu plus. Alors là, on a un dessin qui est... Qu'est-ce que c'est? C'est un plan? C'est une élévation de la partie centrale de la grande façade ouest de la cathédrale. D'accord. Voilà, donc c'est un projet pour les parties supérieures de cet ensemble-là. Les dessins de la cathédrale, les dessins de la cathédrale, ils sont numérotés, c'est ça? Alors, ils sont numérotés parce qu'effectivement, on les inventorie. Voilà, il s'agit de l'un des dessins d'une collection qui en compte une trentaine et qui évoque le chantier dans son développement. Puisque la cathédrale, évidemment, elle a évolué depuis la cathédrale romane jusqu'à celle que l'on a sous les yeux. Et donc là, la plupart des dessins, enfin en tout cas les plus exceptionnels, ce sont les projets pour l'évolution gothique, de la partie gothique de la cathédrale. Donc là, voilà, comme je vous disais, c'est le grand portail avec ce fameux gable dont on a vu l'original dans la salle du Jubé tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas les statues sur le dessin. Alors, il n'y a pas les statues ici, mais regardez un peu plus haut, la galerie des apôtres. On a effectivement la figuration des statues, ce qui est très rare parce que dans la plupart des cas, pour ce genre de dessin, c'est uniquement l'architecture en fait qui est figurée. Donc, on a ici effectivement un ensemble important et mis en couleur, vraisemblablement par un enlumineur qui n'est pas la même main, en fait, la même personne que celui qui a tracé tous les éléments liés à l'architecture, bien sûr. Et les couleurs qu'on peut voir sur les statues, c'est les couleurs qu'il y avait à l'origine sur le bâtiment? On ne sait pas. Vraisemblablement, mais ça, on n'a pas de preuve. D'accord. Voilà. Alors ce dessin, il est absolument remarquable, il est grand, il fait quoi? Il fait 4-5 mètres à peu près? Il fait 4,15 mètres. 4,15 mètres. Tout à fait, mais c'est le plus grand, c'est un des plus grands dessins d'architecture gothique. C'est une collection exceptionnelle, il faut le souligner. Un des plus grands dessins de la cathédrale? Des cathédrales. Des cathédrales en général. Oui, des cathédrales en général. Et en fait, si je comprends bien, dans cette salle, les dessins vont changer au fil du temps pour de temps en temps en présenter d'autres. C'est ça, tous les ans à peu près, on change la présentation et donc on en présente généralement 3. Un très grand sur cet élément-là et puis on en montre 2 ou 3 au mur, mais pas plus parce qu'effectivement, le principe c'est de les préserver le plus possible de la lumière et de les conserver dans la meilleure ambiance hygrométrique possible. Et alors ce qui est remarquable, parce que en fait la lumière ici est vraiment très chouette et permet de voir les détails. 2 choses, c'est la finesse du trait et peut-être que si tu arrives à te rapprocher, c'est qu'on voit les cercles qui ont été faits. Oui, c'est ça. On voit le petit trou. On voit en fait le trou de compas. Et dans certains cas, on peut également voir les tracés, en fait, des tracés aveugles qui ont été réalisés justement pour créer la structure du dessin. Donc c'est passionnant, c'est à la fois très beau, mais passionnant parce que c'est vraiment la base de la construction même. Donc c'est très émouvant évidemment et c'est formidable que l'œuvre Notre-Dame ait pu conserver pendant tous ces siècles ces dessins. Ce dessin, il a traversé les siècles, il a été fait en quelle année?
À la fin du À la XIVe fin siècle, du XIVe siècle. les années 1360-70. Et est-ce qu'il a été rénové ou il est en l'état? En fait, on l'a fait nettoyer lorsqu'on a mis en place Ouais. cette salle en 2015, Ouais. mais c'est assez léger en fait. C'est assez léger. Il est un peu plus clair en fait qu'il n'était il y a quelques années, mais sinon, il est dans l'état à peu près de conservation qui était le sien. C'est incroyable de voir qu'un dessin sur un papier aussi fin. Alors, c'est pas du papier, c'est du parchemin. Ah, d'accord. Voilà. C'est pour Donc, c'est ça. de la peau. Ok. C'est de la peau. Mais malgré tout, c'est toujours aussi remarquable, même si c'est de la peau. C'est étonnant. Et, les couleurs en particulier sont Ouais. encore très vives. Et la lumière justement restitue bien. Je pense qu'en tout cas, les personnes qui regardent la vidéo, là, le live arrivent à bien se rendre compte. En tout cas, nous, on en prend plein les yeux et c'est très chouette. Ce dessin, il est exposé ici jusqu'à quand? Je pense qu'on changera la présentation en mars prochain. En mars 2025, Donc, donc il vous reste, avez 3 mois à peu près, 3 mois à et peu demi près. pour le voir. Voilà. Ouais. Puis il y en aura un autre très beau par la suite. Bien sûr. Mais celui-ci, c'est le plus grand. Ok. Et le seul, en fait, avec des couleurs, justement, des sculptures en couleurs. Donc tous les dimanches de 11h à midi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Super. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels on peut rapidement s'arrêter ici, puisque je vois ou on non, va pas directement passer à la particulièrement. suite? Je pense qu'on va passer à la Super. suite. Oui, puisqu'on a encore beaucoup de salles à visiter. Voilà, tout à fait. Je vous suis. Alors, je vais vous laisser ouvrir la porte. Il faut D'accord. que je baisse la lumière. Est-ce qu'on prendra de ce côté ou On tout va droit? prendre par là. Par là-bas? Ok, très bien. Je vais juste fermer la porte de ce coffre-fort. En tout cas, si jamais la salle est fermée, on peut jeter un œil Voilà. Par à- ces petites, par ces petites meurtrières. meurtrières. Ah oui, donc on arrive. Alors, Mais bien on ne voit entendu- pas le dessin. Ouais, on le voit On discerne, de loin, on le discerne, Voilà, mais c'est effectivement, ça. ouais. On ne voit pas le dessin. Ok, je vous suis pour la suite. Donc là, on est dans la partie la plus haute du bâtiment, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc, c'est une salle qu'on appelle salle d'interprétation des dessins, puisque comme nous n'avons qu'une heure d'ouverture par semaine, on considérait qu'il était important d'expliquer un peu mieux ce qu'était cette collection de dessins d'architecture, comment ils ont été constitués, avec quel type d'outillage, de quelle manière les tailleurs de pierre et sculpteurs ont travaillé à partir de ces dessins. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments qui nous donne des informations et qui est ouvert au public en permanence. Et puis, on a aussi une vue magnifique sur la cathédrale dans ses parties hautes, par la fenêtre. Donc, je vous conseille de monter jusqu'au 3e étage. Est-ce qu'on peut se permettre d'ouvrir la fenêtre? Alors non, les fenêtres ne sont D'accord. pas... Donc on ne les ouvre pas, Voilà, on c'est en ça. profite Parce que derrière nous les avons trop vitraux peur et au trop chaud. peur que quelqu'un ouvre et tombe. Tout à Donc fait. on ne peut malheureusement pas. En tout cas, là, on a une belle vue sur, Voilà, sur la vue est cathédrale. magnifique. La vue est magnifique à nouveau. Donc cette Voilà. salle, on y a accès tout le temps et ça On y c'est a ça, accès c'est tout très le bien. temps, elle donne des informations très intéressantes. On peut y voir des reproductions de manuscrits, également des petits films. Et là, on peut toucher on peut toucher parce qu'il s'agit en fait d'une reproduction d'accord. d'un manuscrit d'un des maîtres d'œuvre de la cathédrale de Strasbourg, Hans Mais Hammer. Ces reproductions dans le même matériau? Non, c'est un matériau contemporain mais D'accord, qui ok. évoque, Ouais, qui assez évoque bien la le texture. matériau de la peau. Ouais. Oui, donc en fait, si On c'est peut manipuler, donc Ouais. voilà, c'est vraiment une salle intéressante à voir en famille aussi. Donc vraiment une puisqu'on salle a beaucoup- d'interprétation. Voilà, c'est vraiment une salle d'interprétation. Il n'y a pas d'œuvre, ou très peu, mais essentiellement des outils pour comprendre mieux les dessins d'architecture et la construction même de la cathédrale. Et on a également des possibilités de monter dans la flèche, c'est ça? Oui, alors je suis désolée parce que comme aujourd'hui on est fermé au public, on ne peut pas faire Donc ça, c'est un l'expérience. teasing pour les gens qui veulent Voilà. venir. Les samedis et dimanches après-midi, vous mettez un casque et vous pouvez monter virtuellement à l'intérieur de la flèche. Et évidemment, comme c'est une expérience qu'on ne peut plus faire actuellement, mais depuis des dizaines d'années, on ne peut plus monter dans la flèche, là, par contre, vous pourrez
Donc, n'hésitez pas à venir. C'est avec le prix d'entrée du musée, avec le ticket d'entrée, vous avez droit à cette expérience assez fascinante. Oui, parce que ce qu'il faut savoir pour les gens qui ne sont pas à Strasbourg, c'est qu'on peut monter sur la cathédrale de Strasbourg, mais uniquement à l'étage. La flèche, elle, jusqu'aux 142 mètres, est interdite au public. Voilà, tout à fait. Et là-dessus, avec ce dispositif, on met un casque de réalité virtuelle. Alors, je l'ai déjà fait, et ce qui est très surprenant, c'est qu'on peut vraiment monter tout en haut. Tout en haut. Et en fait, quand on regarde avec le casque en bas, on a le réflexe de reculer. Oui. Parce qu'on est vraiment, dans le vide et c'est hyper impressionnant. Donc les samedis et dimanches, vous avez dit samedi et dimanche après-midi. Samedi et dimanche après-midi, venez au musée de l'œuvre Notre-Dame. Normalement, quand on diffuse cette vidéo, on devrait être un samedi ou un dimanche. Donc justement, profitez-en pour venir ici et effectivement le voir en vrai. Voilà. Nous, on fait ce live un petit peu en différé pour permettre justement aux gens de venir tranquillement. Voilà. Très chouette. Parfait. Je suis pour la suite? Oui. Et juste pour finir sur cette salle, pendant que je vous suis, oui. C'est une salle donc, qui est très récente parce qu'en fait, le musée ajoute de temps en temps des salles, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'était pour le millénaire de la cathédrale en 2015. On avait fait cette proposition de créer un espace particulier pour la conservation des dessins d'architecture. D'accord. Donc c'est vrai que parfois, voilà, bien sûr, on évolue, on refait des salles, ou à l'occasion d'expositions, on reprend toute la peinture. Et d'ailleurs, c'est le cas pour l'étage où on va se rendre là. Au premier étage, c'est l'étage des 16e et 17e siècles, qui ont été partiellement refaits à la suite d'une exposition qui a eu lieu il y a quelques mois, justement, sur la Renaissance à Strasbourg. D'accord. Donc là, on continue d'avancer dans le temps. Voilà. Et on arrive au… On avance et on arrive au début du XVIe siècle. Début du XVIe siècle, avec toujours ces magnifiques vues sur la cathédrale. Donc, autre ambiance à nouveau. Waouh. Et donc, on est ici dans des salles de peinture pour l'essentiel, en particulier consacrées à l'artiste Hans Baldung-Grien, qui est un des plus importants peintres du monde germanique au début du XVIe siècle. Et donc, on voit en particulier ici de très beaux portraits ou une jolie vierge à l'enfant, des saints, quelques œuvres de cet artiste exceptionnel qui avait son atelier à Strasbourg. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier que vous souhaitez nous présenter? Par exemple, cette Vierge à l'enfant, donc, qui a été créée dans les années 1545, donc 1540. La réforme était déjà bien avancée. À Strasbourg, on était une ville protestante qui avait fait le choix effectivement de changer justement de l'évolution de la religion. Et on voit que Baldung-Grien continue à produire malgré tout des vierges, mais des vierges assez équivoques, comme vous pouvez le voir, avec un petit enfant très curieux qui pince, le petit ange pince la fesse de l'enfant Jésus. Donc vous voyez effectivement, Baldung-Grien est un artiste très particulier qui se permettait des choses que tous les artistes ne réalisaient pas. Et qu'est-ce qu'on a ici? C'est une table peinte. C'est en fait une table à jeu qu'on pouvait refermer. Et donc, quand elle était ouverte, vous voyez qu'on était évoquée la vie en fait d'un chevalier depuis sa naissance jusqu'à sa mort, depuis l'allaitement et puis toutes les étapes de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge mûr et jusqu'à la vieillesse et enfin le décès. Donc une table tout à fait étonnante et qui plaît beaucoup à nos visiteurs. C'est très joli. Mais ce n'est pas Baldung-Grien, ça c'est le cercle, c'est autour de Baldung-Grien dans les années 1525-30 à Strasbourg. Elle a attiré mon regard en tout cas et elle est aussi bien mise en lumière. Oui. Très jolie, Voilà. Et puis on peut également gagner cette salle qui est la deuxième salle historique de l'œuvre Notre-Dame. C'est la salle dite des administrateurs. C'est là que l'administrateur de l'œuvre Notre-Dame recevait les donateurs. C'est là qu'il faisait ses comptes. Et puis il y a à côté une sorte de petit réduit qui est le caveau des archives. Et également, c'est là que l'on entreposait justement tout ce qui était donné, l'argent qui était donné
et que l'on enfermait bien soigneusement, puisqu'il s'agissait d'amasser le plus de biens possible pour pouvoir permettre la construction de la cathédrale. Donc ce caveau des archives, uniquement visible au public, on ne peut pas déambuler dedans, c'est ça? Non, on ne peut pas, effectivement. Et l'argent était entreposé dans les petits casiers qu'on voit? Oui, alors il devait y avoir également un coffre-fort, Ouais. puisque là, ces petits casiers ne servent pas à clé, et c'était plutôt des casiers pour les archives. D'accord, oui, ça, ouais. Voilà. Ça fait sens, oui, effectivement. Voilà, mais par contre, la porte, elle, on pouvait la fermer triple tour. Ah, c'est une porte métallique. Porte incroyable, Voilà. ok. Avec une belle épaisseur. Avec une belle épaisseur. Et Et c'est une salle qu'on a, qui a été restaurée. Ouais. Justement, bon, à l'occasion de cette exposition, on a pu faire restaurer cette salle qui présente des boiseries exceptionnelles et typiques de la Renaissance. Et comme vous voyez, avec une variété d'essences de bois tout à fait particulière, qui a complètement repris une coloration avec cette restauration et ce nettoyage. Et moi, mon œil est à nouveau attiré par les tables. On a Voilà, une table cette à table calculer. à calculer. Et qu'est-ce qui… Ah, c'est les chiffres romains. Oui, c'est ça, c'est les chiffres D'accord, romains. ok. Et puis, effectivement, une table sur laquelle on fonctionnait en poussant des jetons de manière à pouvoir réaliser les comptes. D'accord. Les comptes de l'œuvre Notre-Dame. Très bien, l'ancêtre de la calculatrice. Voilà, à peu près. Est-ce qu'il y a également des éléments ici liés à l'horloge astronomique? Alors oui, on va y aller. D'accord, c'est dans la prochaine salle. C'est Super, dans je la suis. prochaine salle. Et entre les salles, il y a toujours un petit peu des œuvres, Oui, des c'est ça, détails. on ne s'ennuie jamais. C'est toujours très riche. Oui, c'est vrai. Alors on va passer par une salle d'armoire. Bonjour. On va passer par une salle qui présente de belles armoires strasbourgeoises de la fin du XVIe et du XVIIe siècle. Et puis, on va gagner cette salle. Elles sont juste incroyables, ces armoires. Oui, c'est ça. Il s'agit de chefs-d'œuvre de maîtrise. Donc, c'est le chef-d'œuvre qui était demandé aux compagnons pour pouvoir accéder à la maîtrise. D'accord. Ah oui, d'accord. C'était leur examen en quelque sorte. Oui, c'est effectivement des examens. Waouh. Ah oui, c'est un différentes sacré périodes. niveau d'examen quand même. Oui, voilà, tout à fait. Très chouette. Ok. Voilà. Je vous suis pour. Et donc, pour ce qui est de l'horloge, donc on présente donc depuis l'exposition un ensemble de projets peints pour les sculptures mobiles de l'horloge astronomique. Et vous voyez ici, en particulier, ce sont les projets pour le carrousel du bas qui présentait donc, les sculptures avec les chars des jours de la semaine qui sont personnifiés par des dieux antiques. D'accord. Donc, ce sont des pièces qui ont été retrouvées en 1913 dans les greniers de l'œuvre Notre-Dame, qui avaient été encadrées, mais que nous avons fait restaurer, là aussi, à l'occasion de l'exposition qui a eu lieu au début de cette année. Donc, c'est des œuvres qui n'étaient plus montrées depuis 70 ans et qui l'ont été à peine. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Les gens qui sont déjà venus dans le musée par le passé n'ont pas encore vu ces œuvres. C'est ça, sauf s'ils sont venus à l'exposition, mais en tout cas qu'ils n'hésitent pas à revenir pour les voir. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu des plans, si je puis dire, qu'on peut retrouver aujourd'hui en vrai sur l'horloge astronomique. Exactement. Ce sont des projets qui correspondent aux sculptures qui sont actuellement à l'horloge astronomique. Donc l'horloge astronomique, pour les gens qui ne sont pas à Strasbourg, qui se trouve dans la cathédrale. Et je crois qu'il n'y en a que 3 dans le monde, il me semble. Il y en a un certain nombre dans le monde, mais de cette taille-là, effectivement, et de cette richesse, il y en a effectivement très peu. Ouais. Alors c'est très chouette parce qu'on peut voir les jours de la semaine, on peut voir aussi la position des planètes. Oui, les âges de la vie, c'est très varié, c'est extraordinaire. Et je crois que les gens viennent un peu partout justement pour l'admirer et ça fait partie d'une des richesses d'une des richesses de Strasbourg, tout à fait. Puis on avance encore un peu dans le temps. Ouais, on est en quelle année maintenant? Et donc on est dans les années 1620-1640. D'accord. Donc là on approche de la fin du parcours. Et donc c'est une salle de peinture consacrée à Sébastien Stoskopf, qui est donc le grand peintre de la première moitié du XVIIe siècle à Strasbourg, qui est un peintre très intéressant parce qu'en fait il a navigué entre monde germanique
France, il s'est formé en Allemagne, reparti à Paris pour une vingtaine d'années, et puis il s'est réinstallé à Strasbourg, dont il était originaire. Et donc il a beaucoup produit, et en particulier ces fameuses corbeilles de verre, qui sont sa spécialité. Et donc, elles sont cristallines, elles sont assez exceptionnelles, et il en a produit un grand nombre. Mais il n'a pas produit que ça, c'est un peintre de nature morte. Donc on a ici, dans cette salle, un certain nombre d'œuvres caractéristiques de sa pratique. Vraisemblablement, il recevait des commandes de toutes les familles riches, nobles ou bourgeoises de Strasbourg ou d'au-delà. Et donc c'est un peintre qui a été mis à l'honneur à Strasbourg, en particulier par le directeur des musées de la ville, Hans Haug, lui qui a créé le musée et qui également a permis la redécouverte de l'œuvre de cet artiste. Très bien. Donc oui, vous m'avez dit des commandes de notables de la ville pour les avoir chez eux à la maison. Oui, c'est ça, tout à fait. Collection privée. Collection privée. Mais pas uniquement. Vraisemblablement, il a travaillé aussi sans doute pour des corporations ou également pour, par exemple, l'hôtel de ville. Il est fort probable qu'il ait produit des œuvres. Mais on n'a pas d'informations précises à ce sujet. D'accord, ok. Voilà, puis ici on est dans la dernière salle du musée, qui est une salle qui porte justement sur la Renaissance, à travers la sculpture, à travers le mobilier, et donc qui est une salle qui a été reformulée justement à la suite de cette exposition sur la Renaissance qu'on a réalisée au début de cette année. Très bien. Donc là, en fait, dans notre voyage dans le temps, on arrive au bout. On arrive au bout, tout à fait. On est à nouveau face à l'escalier qui va nous permettre de retrouver l'accueil du musée. Très bien. On redescend l'escalier et puis c'est encore une fois un escalier très monumental. Est-ce que ces ornements qu'on peut voir ici, c'est parce que c'est les parties du bâtiment qui recevaient du public? Alors aussi, bien sûr, c'est-à-dire pour arriver jusqu'à la salle des administrateurs, il fallait passer par cet escalier. Donc c'est effectivement un escalier de prestige qui devait en imposer à tous les donateurs ou également, par exemple, aux représentants de la ville de Strasbourg qui venaient justement inspecter et traiter les affaires avec le personnel de l'œuvre Notre-Dame et en particulier le receveur, l'administrateur. On a fini la visite, je crois. On a fini la visite, on a terminé le voyage. Très chouette. Donc un voyage du Moyen-Âge à la Renaissance, voilà, avec plein de jolies salles, des petites, des moyennes, des grandes, des cours intérieures, un jardin, des vues sur Notre-Dame et des œuvres qui viennent de Strasbourg, des alentours. Voilà. Il me semble que vous avez un coup de cœur, en tout cas, un artiste en particulier. Ah, je crois que mon coup de cœur, c'est le buste d'homme accoudé de Nicolas Delède. Qu'on a vu tout à l'heure. Je crois qu'il, voilà, c'est une sorte de... Cette capacité à montrer l'humanité, c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. Et puis c'est vrai que cette forme du buste accoudé, appuyé sur sa main, cette évocation mélancolique, c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier. Très bien. Donc venez le voir. Carrément, venez le voir au musée de l'œuvre Notre-Dame. Les horaires d'ouverture, les jours d'ouverture c'est du mardi au dimanche. Du mardi au dimanche. De 10h à 13h. Et de 14 à 18h. Très bien. Donc du mardi au dimanche, 10h, 13h, 14h à 18h. Mais attention, le week-end, il n'y a pas de coupure et on peut revenir de 10h à 18h. Bon, attention aussi, le week-end, il y a beaucoup de monde. Oui. Mais de manière générale, si vous êtes sur le marché de Noël et que vous avez envie de vous mettre un peu dans une bulle pour entrer dans l'histoire de Strasbourg, enfin dans l'histoire de l'œuvre Notre-Dame et plus, c'est une belle occasion. Très bien. Très chouette. Merci beaucoup, Cécile Dupeux, pour cette super visite. J'espère qu'en tout cas que cette visite vous a plu. Quant à moi, je passe le relais pour la suite des autres lives que vous avez tout au long de la journée sur Twitch. À très vite.